Bonjour Elodie, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous accueillir à la Technopole Sud, d'ailleurs à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Merci Elodie de te déplacer dans le sud de Saint-Pierre. De rien, ça fait plaisir. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'on va peut-être commencer par une petite introduction? Et ce que je vous propose, c'est vous présenter. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par Jérôme qui nous accueille à la Technopole. Oui, exactement, voilà. Pour madame, On va changer un petit peu les habitudes. D'accord. À notre hôte, vas-y Jérôme. Écoute, en tout cas, réel plaisir. Merci Greg pour cette invitation. Ici, on est sur le parc Tech Sud, le deuxième parc technopolitain sur le territoire de La Réunion, donc la Technopole de La Réunion, est une association, un organisme au service du développement économique par l'innovation. Et dans ces lieux, on est sur le bâtiment Alpha, qui est le premier immobilier d'entreprise du parc. Sur le parc Technor, il y a le Cube, où il y a le siège social et mes collègues de la Technopole aussi. Et ici, on déploie un certain nombre de services et nos missions d'accompagnement à la création d'entreprises, d'animation, de promotion de l'innovation, de soutien aux filières prioritaires, et notamment sur le parc Tech Sud, des filières autour de la santé. On est un parc qui s'est structuré autour du CHU et d'acteurs de la recherche et de l'innovation en santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du bâti tropical, de l'agroalimentaire aussi. Et et dans ce bâtiment, on a mis en place des services pour pouvoir faciliter le parcours entrepreneurial entre les actions et dispositifs déployés par la Technopole, des partenaires qui sont implantés dans nos espaces sur AlphaTech, comme Initiative Réunion sur du financement, des acteurs qui font souvent des permanences, des partenaires prestataires comme Elodie aussi qui vient et qui intervient sur des projets qu'on accompagne. Donc on a sur les parcs technologiques, la Technopole développe ces écosystèmes qui sont des écosystèmes ouverts sur le territoire, qui ne veulent pas être enfermés sur un lieu, mais qui permettent d'irriguer aussi et de mettre en connexion et créer des synergies entre la recherche, le monde économique et de la formation. Voilà principalement ce qu'on fait. Ouais, super, merci beaucoup Jérôme. Et Elodie, alors Alors donc Elodie, moi je suis Elodie Royer, la cofondatrice et présidente du groupe My Data Solutions que j'ai fondé en 2017. Qui a un axe principal, c'est d'accompagner les structures privées et publiques dans la protection de leurs données, donc sous deux déclinaisons. À la fois l'angle plus réglementaire, donc apprendre et mettre en place des process ou développer des projets qui vont, ou du business, qui vont être respectueux de la réglementation liée à la protection de la donnée, comme par exemple le RGPD, mais pas que, et donc l'IA Act aussi, voilà. Et également des offres qui font que les clients vont améliorer leur niveau de sécurité, parce que aussi, on va en parler aujourd'hui sur l'IA, il y a des enjeux aussi très forts de sécurité et de cybersécurité, voilà. Donc nous faisons du conseil, de la formation, de l'accompagnement aux projets innovants, effectivement. On vient souvent collaborer avec la Technopole et on a développé nos activités sur l'ensemble des Outre-mer, la France, on dit hexagonale maintenant, et l'Europe également. Voilà. Super. Et donc les sujets d'IA, bien sûr, qu'on saisit à bras le corps en ce moment. On est pas mal sollicité sur ces sujets-là, que ce soit effectivement pour acculturer les entreprises, à comprendre comment intégrer l'IA, sensibiliser les futurs utilisateurs, etc., et accompagner les chefs de projet au déploiement. Et également les start-upers ou les entreprises innovantes qui veulent développer des produits et services avant de les commercialiser. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'on est là donc avec Technopole pour parler de l'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA d'ailleurs pour vous? Est-ce que vous avez une définition? C'est quoi les derniers outils d'IA que vous avez pu utiliser récemment? Alors, je pense que l'IA est déjà, c'est vrai que c'est arrivé, on a l'impression que c'est arrivé dans nos vies il y a à peine 2 ans, quoi. Donc on a tous l'impression de dire waouh, c'est un bond technologique. Alors oui, c'est un bond technologique parce que c'est devenu, ça s'est démocratisé. On est sur un usage massif des systèmes d'IA avec les premiers, ChatGPT notamment, qui a débarqué dans nos vies comme ça un jour. Sauf que effectivement, les algorithmes et le développement de l'IA, c'est pas récent non plus. Et c'était pas réservé au grand public.
public. Là, maintenant, c'est réservé au grand public. Donc, c'est vrai que maintenant, nous, chez nous, on commence à utiliser de l'IA, notamment dans les process, pour faire gagner du temps ou sur des tâches à faible valeur ajoutée, hein, un peu plus administratives, etc. On entraîne nous-mêmes. On a développé chez My Data Solutions un IA juridique qu'on entraîne nous-mêmes sur la protection des données. Qu'on garde en usage interne hein, pour l'instant pour nos consultants. Parce que il y a encore, c'est un bébé IA, hein. Il faut l'entraîner, il faut le nourrir, il faut voilà, donc il y a encore des biais, il y a encore des approximations, etc. Moi, je pense que, comme tout le monde, j'en avais peur de l'IA au début. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc, ça va nous remplacer. Voilà. Alors, maintenant, je l'ai intégré dans mon quotidien, même professionnel ou personnel. Hein. Je trouve ça très puissant. C'est vrai que ça peut même remplacer pas mal d'analyses. Alors, par contre, et je pense qu'on en parlera, ça peut nous faire gagner du temps, ça peut remplacer des compétences intellectuelles. Donc, c'est ça peut-être aussi la révolution technologique, hein, c'est que les métiers vont évoluer, notamment les métiers de prestation intellectuelle, mais ça ne remplace pas l'humain et le contact humain, alors dans le contrôle et dans la relation avec le client, quoi, notamment par exemple, ou l'utilisateur. Donc je pense que c'est une formidable technologie qu'il faut coupler quand même encore avec l'humain pour rester dans un usage éthique et responsable, notamment. Ouais, complètement. On est dans l'ultra, on va de plus en plus vers la tech, l'ultra technologie. Et finalement, on a tous besoin de plus d'humains, plus d'échanges. En face à face et éviter un peu la je pense que c'est ça, c'est que plus les usages technologiques se développent, se répandent dans notre quotidien, et plus on a quand même, à un moment donné, des garde-fous, des gens qui se disent « Ouais, mais il faut remettre l'humain, il faut remettre… voilà, donc c'est… Il va peut-être y avoir un contrebalancement, à un moment donné, un équilibre qui va se créer. Et là, on est dans le tout IA en ce moment, puis après, ça va peut-être se réguler, quoi. Comme toute rupture à un moment technologique, même si ça a été progressif, en effet, comme tu le disais, en fait, l'exposition qu'a eu ChatGPT à partir du deuxième semestre 2024, notamment, et puis a permis d'accélérer l'utilisation de ces IA, cette connaissance aussi auprès du grand public, mais les technologies d'IA sont déjà utilisées par de nombreuses entreprises depuis des années. Et comme toute rupture un peu technologique, les nouveaux usages, la place de l'humain a toujours eu besoin de s'adapter, à évoluer. Et par rapport à ça, comme tu dis, on passe de tout l'IA, mais c'est pareil. On a en l'espace de 2 ans, on est passé de 1 ou 2 actions de sensibilisation de projets sur l'IA. Maintenant, plus de 50-60% des projets qu'on détecte à l'incubateur, qui intègrent une composante IA. On a vu l'année dernière le nombre d'actions qui ont été menées sur le territoire par les partenaires et la Technopole pour pouvoir sensibiliser, faciliter aussi la compréhension des usages de l'IA, les risques aussi qui s'apparentent à l'IA, et puis pour anticiper un peu les évolutions, aussi bien sur le volet technologique réglementaire, parce qu'on en parlera sur le volet réglementaire, mais c'est l'IA procure autant d'opportunités que de risques, parce qu'on voit les évolutions technologiques qui sont tellement rapides que finalement des technos deviennent obsolètes encore plus rapidement. On va en parler, mais l'essor des IA décentralisées ouvre des opportunités qui sont assez incroyables, qu'on n'avait pas vues par le passé. On pensait être coincés potentiellement dans des monopoles avec des structures américaines qui, avec des investissements massifs sur des unités de stockage, des serveurs qui permettaient de stocker et travailler et faire tourner ces IA. On se rend compte que maintenant, avec l'émergence notamment de DeepSeek, mais c'était pas que DeepSeek, il y a des tendances alternatives qui émergent et qui rendent des opportunités sur des territoires comme le nôtre potentiellement hyper intéressantes. Ouais, complètement. Et puis, au niveau technologique aussi, c'est vrai qu'on a été très focalisé Silicon Valley, GAFA, États-Unis pendant quand même biberonné un petit peu, puisqu'on l'utilise clairement au quotidien, que ce soit avec votre navigateur ou avec vos moteurs de recherche, etc. Il y a la Chine qui a, en tout cas plutôt même l'Asie, qui a bien travaillé un petit peu de son côté. Et puis maintenant, on est enfin en train de pouvoir utiliser leur techno, leur modèle qui ont pu être développés. Et paradoxalement, nous, en Europe, puisque à La Réunion, on fait partie quand même de l'espace Schengen de l'Europe, on a décidé de réglementer directement un secteur qui est en pleine croissance, qui est une particularité très clairement occidentale, européenne d'ailleurs européenne.
Donc, et une réglementation, on va parler directement de l'IA, qui est l'un des premiers gros sujets que je voudrais aborder avec vous. Il se passe quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques insights sur ce qu'est l'IA Act déjà? D'ailleurs, plutôt auprès de toi, Élodie. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, l'IA Act, c'est une réglementation, donc, comme tu l'as dit, européenne, qui date de décembre 2023, donc, qui est en cours d'application, mais dont on attend encore aussi les règlements d'application. Hein. Il y a encore quand même, il faut être très clair, encore un flou juridique sur pas mal de choses. Hein. On tâtonne un peu, nous, les juristes, en tout cas mon équipe juriste, sur ces questions-là, encore pas tellement dans les obligations qui sont liées à l'IA Act, mais plus sur un certain nombre de modalités, on va dire, hein, de mise en œuvre. Donc l'IA Act, si tu veux, c'est un texte qui a défini, en fait, qui déjà a pour objectif, je veux dire, de classifier les risques, classifier les IA par niveau de risque. Donc du risque le plus faible, on va dire le risque le plus minimal, jusqu'au risque inacceptable. Donc ça classifie les IA par niveau de risque, et en fonction de ce niveau de risque, tu es des zéro obligation à interdiction de développer l'IA ou de le mettre en œuvre ou accessible à des utilisateurs. Hein. Donc, et au milieu, il y a l'IA à haut risque, qui est justement celui qui porte le plus d'obligations dans le cadre de l'IA Act. Hein. Donc en fait, on part du risque quasiment zéro minimal, qui pourrait être par exemple une IA qu'on trouve sur son téléphone, par exemple, ou de l'aide à la navigation de son téléphone, ou sur un jeu vidéo, etc., où il n'y a pas tellement d'obligations liées à l'IA Act, jusqu'à des IA interdits, notamment à l'heure actuelle, ceux qui utilisent la biométrie, des choses comme ça, en fait. Et au milieu, il y a tout un tas d'IA, on va dire, avec des risques limités ou élevés, qui peuvent du coup basculer dans le haut risque, où là, on va avoir toute une batterie en fait, quelques obligations qui sont liées notamment à la transparence, donc informer les utilisateurs que c'est des contenus qui sont générés par IA, quand on n'est pas sur un moteur IA type ChatGPT, etc., où là on sait qu'on est dans un environnement IA, que le contenu qui va être produit c'est de l'IA, mais il y a effectivement des solutions IA qui effectivement ne sautent pas aux yeux, comme par exemple on est sur un site internet de vente, et puis il y a un petit chatbot qui s'ouvre. Bon, ça existait déjà avant, mais le chatbot, on n'avait pas d'informations. On pensait que c'était peut-être un conseiller qui était derrière et qui allait nous répondre, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était un robot. Et maintenant, il faut mentionner que ce chatbot, c'est un IA. Hein. Idem pour les images diffusées sur les réseaux sociaux, les contenus vidéo, tout ce qui est créé par l'IA doit être, en tout cas, est accessible au grand public, doit informer le grand public que ces infos et ces contenus, ces images ou ces vidéos sont générés par de l'IA, pour pas porter à confusion, tromper la personne qui les utilise ou les visionne. Hein, voilà. Donc ça, c'est on va dire un peu le côté visible de l'IA, c'est qu'on doit voir maintenant apposer partout, généré par une IA, voilà, etc. Voilà. Jusqu'au plus complexe, donc les IA au risque, où là, tu as des obligations d'analyser l'IA en elle-même avant sa commercialisation, si tu es une start-up, ou quand tu veux l'intégrer dans ton entreprise, dans ton organisation, faire une analyse de risque. Donc les deux, de toute façon, qu'on le commercialise ou qu'on l'intègre dans son entreprise, il faut faire une analyse de risque sur cette IA potentiellement. Si cette IA collecte des données notamment sensibles, des données personnelles, nom, prénom, etc., qui sont des données normales, ok, mais des données sensibles, par exemple, sur de la santé, sur toute la définition d'ailleurs des données sensibles du RGPD, qui est une autre réglementation européenne. Hein, donc RGPD et IA, un peu même combat, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois mixer les deux. L'obligation de transparence, elle existe aussi et d'information, elle existe aussi dans le RGPD, quand on collecte des données à caractère personnel sur les personnes. Bah là, l'IA, c'est pareil, donc il y a une forme de parallèle entre les deux. Et par contre, quand un IA va avoir pour objectif de collecter et utiliser des données, notamment des données sensibles, notamment des données de santé, par exemple, ben là, il faut faire cette fameuse analyse de risque en amont et déclarer le système d'IA au niveau européen. Alors, c'est encore là-dessus que je ne sais pas trop comment déclarer le système d'IA au niveau européen. Hein. Il y a des formulaires, il y a une instance point d'entrée, mais enfin, c'est encore balbutiant. Voilà. Pour résumer. Pour résumer, c'est vrai que... Pour résumer, parce qu'on va peut-être creuser, mais voilà, pour résumer. Et puis ça va évoluer aussi dans le temps, forcément, en fonction des nouveaux modèles, des nouvelles IA, des nouveaux usages qui vont être développés, puisqu'on est clairement au début de tout ça. Et comment, justement, en tant qu'incubateur de projets, est-ce qu'il y a des projets particuliers que tu as en tête, qui utilisent l'IA ou veulent l'utiliser ? Il y a plusieurs. Après, peut-être pour rebondir sur l'IA Act, c'est vrai que je pense que
peut-être un peu tardivement, mais je pense que globalement, les différents pays et différentes régions ont aussi pris du temps aussi à comprendre les mouvances de fond, les impacts que ça aura aussi bien économique, sociétal, organisationnel qu'on peut avoir par rapport à ça. Puis le débat, en fait, autour de l'éthique, parce que l'IA, c'est centré, soi-disant, usager, éthique, durable, inclusif, mais autour de tout ça, c'est en effet en lien avec la collecte, le traitement de ces données et l'exploitation de ces données-là, donc forcément en lien avec les RGPD. Mais le fond derrière, c'est que toutes les IA, elles doivent être entraînées sur des bases de données qui sont souvent très larges. Elles sont ouvertes maintenant aussi des IA qui tournent sur le net pour aller prendre ces données, les exploiter. Et derrière tout ça aussi, en termes d'éthique, c'est aussi bien sur, on prend des données, mais souvent qui sont liées à des propriétés intellectuelles. On a vu plusieurs grands journaux américains, des journaux français aussi qui commencent à porter opposition à des articles qui sont générés par IA, qui viennent sur le droit d'auteur, qui viennent piller un peu le droit d'auteur. Donc ces contenus, ils ont été générés. Et l'IA, en fait, elle fait que s'appuyer sur des contenus, les croiser, créer des trends, sortir des contenus textuels, visuels, audio, mais à partir de ces bases-là. Donc l'éthique, elle est quand même importante. Et en Europe, elle est quand même fondamentalement aussi en lien avec le droit de chacun à pouvoir exploiter aussi sa propriété, ses actions. Du coup, de savoir sur quelle base, votre contenu a été généré avec quel type de données antérieures. Et pour le coup, faire valoir aussi les droits. Ça, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un débat sur la durabilité qui est important parce que à force de générer aussi des contenus, et la majorité des contenus, on le voit sur un certain nombre de réseaux, commencent à être générés par l'IA. Si l'IA, au bout d'un moment, génère des contenus à partir des contenus d'IA, on commence à avoir après des problématiques aussi de diversité, des trends qu'on voit aussi sur les trames rédactionnelles, sur les typologies, on le voit sur il y a eu plusieurs débats cette semaine avec la conception, par exemple, de visuels. J'ai vu que, soi-disant, certaines IA mettaient pas de barrière au prompt, mais on se rend compte que toutes les IA, par exemple, on veut faire un verre de vin plein, il n'y en aura jamais une qui va faire en sorte de vous rendre exactement ce que vous voulez. Et elles vont toutes travailler à peu près sur la même structure. Et ça, c'est compliqué parce que la diversité, la pluralité aussi des opinions, la pluralité de nos démarches, elle est menacée par rapport à ça. Donc, c'est cette démarche aussi d'éthique, de durabilité. Et pareil, quand on stocke, ces données-là, comme tu le disais, pour le coup, il faut savoir où elles sont stockées, ce qu'on en fait. Est-ce que les usagers ont le droit à l'accès encore à ces données ? À leurs données, Quand on génère, je vois des acteurs qui peuvent générer, pour le coup, des travaux retravaillés par rapport à des publications. Ces données, elles sont certes retravaillées par l'IA, mais elles sont aussi stockées. Elles permettent aussi éventuellement d'être réutilisées. Et comment ces acteurs qui collectent énormément de données les réutilisent et à quelle fin aussi. Donc, c'est tous ces aspects qui sont hyper importants et qui commencent à être mis à jour par ces réglementations et puis ces évolutions qui s'ajustent quasiment au quotidien parce que l'essor des tech fait que ça bouleverse au quotidien aussi ce qui se passe, quoi. Oui, tu as raison. Enfin, de toute façon, quand on parle de l'IA, en fait, on est en train, en fait, de voir comment articuler un ensemble de... Alors, il y a la partie réglementaire, la conformité réglementaire. Donc, il y a Acte, RGPD, notamment droit de la consommation aussi, parce que en tant qu'utilisateur, consommateur, on a cette obligation de transparence et d'information qui est aussi posée là-dedans. Il y a aussi tout ce que tu disais autour de l'éthique et la responsabilité, parce qu'effectivement, et notamment pour les IA à haut risque, donc celles qui sont classées à haut risque, et encadré par des obligations vraiment d'un point de vue opérationnel ensuite, notamment les analyses de risque, etc. C'est parce que ce sont des IA qui potentiellement ont un risque significatif sur les personnes, donc les personnes physiques ou des groupes de personnes. Donc là, on parle de l'atteinte à l'humain avec des conséquences graves. Donc les conséquences graves, c'est sur la santé, sur éventuellement une cause de décès, du décès, ou porte atteinte à des systèmes, des structures critiques, donc un hôpital, une grande administration, et peut avoir des conséquences ensuite importantes sur les personnes physiques. Voilà. Donc après, au-delà de cette zone-là et des IA interdits,
Le reste, donc à risque minimal ou limité, ce sont des IA plus commerciales, qu'on va implanter dans nos sociétés, qu'on va vendre en produits et services. Et là, effectivement, on est plus sur des questions d'éthique aussi, de responsabilité. Il y a aussi toute la partie contractuelle, parce que quand on va vendre un produit et service qui est développé à partir de l'IA, on va avoir en face des clients, donc des clients plutôt B2B par exemple, ou des consommateurs, ou des utilisateurs. Donc il va falloir travailler tout le corpus contractuel pour bien border sa responsabilité, parce qu'il y a éthique et responsabilité, parce que si on du coup l'IA tout d'un coup évolue tellement que ça échappe à son créateur et que du coup on est justement sur des contenus qui vont plus être éthiques ou respectueux de la personne humaine, etc. Il va y avoir des enjeux de responsabilité. Donc ça veut dire qu'il faut en amont bien border tous ces CGU, ces contrats de vente, mettre des clauses également qui définissent la propriété intellectuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un flou juridique et il y a des conceptions qui s'opposent entre le droit français et européen, le droit américain, les droits internationaux liés au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Et à l'heure actuelle, en France, la notion de droit de propriété intellectuelle, elle est basée sur une création originale créée par un humain, en fait. Dans le code de la propriété intellectuelle, il va falloir d'ailleurs que les codes évoluent. Le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, etc. Il va falloir que nos réglementations françaises et européennes de chaque pays, liées pas l'IA Act, évoluent avec l'IA parce que c'est encore trop flou. À l'heure actuelle, on ne sait pas en France, si on crée un contenu avec l'IA, qui est propriétaire de ce contenu. Effectivement, comme tu disais, Jérôme, il y a des auteurs qui commencent un peu à grogner, à faire des procès, etc. Parce qu'ils se disent c'est du plagiat, on ne respecte pas nos copyrights, on ne respecte pas, etc. Mais il y a encore un flou juridique, en tout cas en France, il y a un flou juridique et en plus on n'a pas du tout la même conception du droit de propriété en France notamment que dans d'autres pays européens ou par exemple aux États-Unis. Par exemple, si, excuse-moi de t'avoir interrompu, imaginons que je suis devant mon ordinateur, je prompte, je souhaite faire un tableau de Picasso avec le décor de La Réunion, sur, imaginons Mistral, le français, ou ChatGPT, l'américain, ou Grok, l'américain, ou DeepSeek, le chinois, on va avoir 4 réponses différentes. Dans quel pays je suis le propriétaire de l'œuvre qui va être sortir du prompt? Déjà, il faut savoir si tu es le propriétaire. Voilà, exactement. Déjà, c'est avant même de savoir dans quel pays. Est-ce que j'ai le droit d'écrire Picasso? Est-ce que j'ai le droit d'écrire La Réunion déjà? Peut-être. Non, mais c'est ça. Il faut déjà savoir si tu vas être propriétaire et de quoi, en fait. Tu vois. Donc, dans la conception française, si tu as très peu mis de prompt dans ce que tu as créé, tu vois, tu mets juste vraiment un décor avec à la Picasso avec un environnement Réunion. Bon, tu vois, mais tu mets pas, c'est pas un prompt non plus qui est hyper développé. C'est presque l'IA qui fait tout le boulot, quoi. Tu vois, on va dire. Et ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'input humain derrière en termes d'originalité et de création. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la conception du droit français, plus il va y avoir d'originalité humaine et plus ton prompt finalement, c'est l'analyse qui en est faite des juristes en droit de la propriété intellectuelle à l'heure actuelle, mais on n'a pas encore justement de certitude. Mais en gros, plus ton prompt va être original, unique, très travaillé, et plus finalement on va considérer que c'est toi, l'humain qui a écrit le prompt, qui va être propriétaire du contenu qui a été généré par l'IA. À l'inverse, moins tu as donné d'input à l'IA, et plus l'IA a travaillé tout seul ou t'as suggéré lui-même des choses, et moins finalement tu as de possibilités de revendiquer un droit d'auteur sur ce qui a été généré. C'est un peu l'analyse qui se fait à l'heure actuelle. Pour l'instant, par exemple, pas du tout le positionnement aux États-Unis. Les États-Unis ils sont même à dire que ce serait le fournisseur ou même l'IA qui pourrait être propriétaire. Voilà. J'allais dire, il faut regarder aussi les conditions générales d'utilisation de Alors voilà, il y a certaines IA, finalement, qui, pour le coup, génèrent des contenus, mais le contenu, il est toujours propriétaire du fournisseur. Du fournisseur, exactement. Donc, il te cède dans les conditions générales l'exploitation éventuellement, sous condition. Et encore, je crois qu'il y a eu des remises en cause là-dessus, notamment sur la génération de logos, de choses comme ça par une IA, où finalement, le fournisseur de contenu s'est retourné contre des entreprises en revendiquant la propriété du contenu généré.
Non, on est vraiment là, on va voir exploser les contentieux en matière de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, droit de propriété sur les contenus, parce que justement, Jérôme, il a tout à fait raison. Si on utilise des IA voilà, génératives assez connues, effectivement, il faut regarder aussi les conditions, ce qu'on ne fait pas forcément, hein, il faut regarder les conditions générales de vente et d'utilisation, quand on prend une licence payante notamment, parce qu'effectivement, c'est souvent des droits on a le droit d'utilisation, on nous concède un droit d'utilisation finalement et d'exploitation, mais pas de propriété. Donc en fait, attention, imagine ton image, tu l'as générée avec ChatGPT, tu n'en es pas forcément propriétaire. Déjà avec ce qu'on vient d'analyser, mais aussi au regard des conditions générales de vente ou d'utilisation posées par cette IA. Et du coup, toi, tu le revends derrière. Ça se trouve, tu te prends à la fois, sur ceux qui possèdent effectivement les descendants de Picasso d'un côté, et puis tu as aussi ChatGPT de l'autre qui va te dire, mais attendez, vous avez un droit d'exploitation, mais vous n'êtes pas propriétaire. Bing, redevance de partout. Alors, t'es mal exactement. Redevance de partout, tu sais plus. Non, mais c'est une vraie question parce que si tu développes une entreprise ou une start-up à partir d'un IA génératif qui n'est pas natif, que tu n'as pas forcément créé, que tu crées ton service, mais qui est basé sur effectivement un IA type OpenAI ou autre, etc., faut faire super gaffe après à la manière dont tu vas pouvoir commercialiser ton offre. Parce qu'il y aura peut-être bientôt, au-delà du fait de prendre un abonnement sur ces IA, il y aura peut-être bientôt des redevances d'exploitation, etc. On ne sait pas encore. Et d'ailleurs, c'est plutôt la conception américaine du droit de propriété, où la propriété des contenus générés par leur IA appartiennent aux fournisseurs, déjà à l'IA, parce que c'est l'IA qui fait le job, on va dire, principalement, même s'il est prompté par un humain. Et c'est plutôt le fournisseur, on s'en revient plutôt aux États-Unis, le fournisseur serait propriétaire dans leur législation. Donc, c'est-à-dire que même tu n'aurais pas forcément besoin de CGU, CGV pour que ChatGPT te dise à un moment donné, c'est pas vous qui êtes propriétaire, c'est nous, quoi. Donc, voilà, on est à l'aube à l'heure actuelle. Déjà, on est dans un flou. Moi, je donne des cours aussi à des futurs juristes de l'université de Saint-Denis tous les ans. Et j'ai intégré un module IA là-dessus, IA Act, pour leur faire comprendre que justement, en matière de propriété intellectuelle, pour l'instant, on est complètement dans le flou. Ça peut être à risque après derrière. Donc un conseil, quand on développe ces produits et services d'IA, à la base aussi, il faut contractuellement justement bien en amont regarder si l'IA qu'on utilise développe un algorithme basé sur un IA dont on n'est pas propriétaire à la base, qu'on n'est pas développeur et fournisseur. Déjà, regarder le lien qui existe déjà entre sa solution et la solution de l'IA. Et puis ensuite, quand on va revendre ou proposer ses services, contractuellement, bien border cette notion de propriété et de responsabilité derrière, parce que quelqu'un qui va utiliser tes services et derrière va te reprocher parce qu'il s'est pris justement un procès, va se dire bah oui mais moi j'ai utilisé tel service d'IA, c'est pas moi, c'est cette société. En fait il y a une responsabilité en cascade, mais il faut pouvoir s'être protégé parce que sinon toi, tu ne pourras jamais te retourner contre ChatGPT, quoi. Donc en fait, ça va être très compliqué. Donc, c'est la solution qui fait l'intermédiaire entre un consommateur final et ChatGPT, une start-up qui utilise ChatGPT ou OpenAI et le consommateur final ou son client final. C'est celui qui est au milieu qui va prendre le plus parce que c'est lui qui est en contact avec celui qui éventuellement sera pas content. C'est celui qui crée le moins dans la chaîne de valeur aussi. C'est ça, ouais. Et donc du coup, il faut faire très attention. Moi, je recommande pas mal à nos clients qui veulent intégrer l'IA ou qui développent des solutions d'IA d'en amont, parce que on va pas être sur des IA à haut risque, en tout cas faire attention dans l'analyse que l'IA soit pas entraînée ou collecte pas des données sensibles qui iraient vers la classification à haut risque, parce que du coup ça obligerait à un formalisme lourd ensuite et qui pourrait bloquer la commercialisation. Mais c'est surtout aussi bien de bien border ces questions-là d'un point de vue responsabilité, propriété. C'est des enjeux aussi assez forts. Ouais, c'est d'autant plus important que, comme tu le soulignes, ça a un impact aussi sur
stratégie et la modalité d'organisation d'un projet qui intègre de l'IA. Et le prendre aussi avec un prisme d'anticipation de l'évolution réglementaire, il est important de le faire parce que quand on est en réaction, ça peut être très coûteux, voire catastrophique. Parce que quand on n'a pas anticipé aussi bien la manière dont on a structuré son infrastructure, aussi bien sur la collecte, le traitement, la gestion de ces données-là, et qu'on doit se mettre en phase avec une réglementation suite à un contrôle et qu'on l'a pas anticipé, c'est compliqué parce qu'on doit revoir toute l'infrastructure. Par exemple, si sur le suivi, l'accès aux données, la modification, on l'a pas paramétré, c'est compliqué. Donc en amont, en tout cas, le minimum, c'est essayer de se mettre en phase avec la réglementation en vigueur. Ça, c'est la base. Hein. Mais aussi d'essayer d'être le plus agile pour faire en sorte que les technos qui soient développés se permettent d'évoluer pour être en phase avec cette réglementation, aussi bien sur la partie collecte, stockage, génération de contenu, accès à ces contenus et façade de ces contenus par la suite, sur la vérification des droits de propriété. Les choses évoluent vite et là-dessus, il y aura forcément aussi des contrôles à un moment ou à un autre qui seront effectués parce que même s'il y a encore un peu un flou, comme tu l'as signalé, les réglementations, elles seront applicables par la suite. C'est vrai qu'au niveau européen, alors il y a l'IAC, mais il y a aussi il y a une directive qui a été prise aussi en Europe qui s'appelle effectivement le texte TDM, Text and Data Mining. Et en fait, ça serait une exception effectivement. On se pose la question de savoir si ça serait une exception au droit d'auteur. Parce qu'en fait, avec cette directive, en fait, ça permet en fait l'exploitation automatisée de textes et d'images, sauf exception de l'auteur. En fait, c'est-à-dire que ça serait une forme de... On ne demande pas le consentement préalable, si tu veux, mais c'est par défaut, si tu veux. L'auteur pourrait s'opposer à l'exploitation de ces images ou contenus dont il est propriétaire en étant le créateur à la base. Et s'il ne se manifeste pas son opposition, ça veut dire que l'IA pourrait l'utiliser. Mais pour ça, alors c'est pas mal comme principe, sauf que les IA à l'heure actuelle qui ont été développées et qu'on utilise tous n'ont pas intégré cette exception. C'est-à-dire que dans le modèle, il n'y a pas une case qui est écrite sauf exception de l'auteur et qui nous montrerait que l'auteur s'est opposé à... Tu vois, par exemple, il faudrait que par exemple, tu disais je veux développer une image à partir d'une image de Picasso et de Réunion et de faire un mix. Il aurait fallu que l'IA te dise non, Picasso s'oppose à l'utilisation de ces images, tu vois, voilà. Mais le problème, c'est que c'est allé tellement vite d'un point de vue, finalement, accès à tout le monde, l'IA, là, depuis un an. En fait, il n'y a pas... C'est dommage, les IA n'ont pas embarqué cette exception. Ce qui aurait pu être aussi, quelque part, un moyen de pouvoir se dire... S'il n'y a pas d'exception de l'auteur, on peut utiliser. Ça protégerait celui qui réexploite les données de ce risque lié à la propriété intellectuelle, etc. Voilà. Mais ça pas, pour l'instant, ça n'a pas été. Donc peut-être que les futurs IA ou les projets d'IA, c'est des recos à faire, de dire, tiens, il faudrait dans les fonctionnalités du développement de vos solutions que vous allez vendre, intégrer cette directive avec une fonctionnalité qui permet de s'opposer. Ce qui peut protéger l'entreprise qui commercialise après derrière, quoi, parce que du coup, c'est en amont que tu... C'est un peu comme... alors, après, je ne sais pas comment ça va être aménagé, parce que c'est un peu comme quand le RGPD est tombé il y a quelques années, où on a tous reçu dans nos boîtes mail des demandes de consentement pour rester sur la mailing list et tout ça. Je ne sais pas trop comment s'organise matériellement cette mise en œuvre. Alors, techniquement, oui, dans un développement de solution, on voit comment aménager, c'est un peu comme une case de consentement, on verrait comment aménager, mais après, en amont, comment aller rechercher tous les droits, comment informer tous les auteurs de leur possibilité de faire exception à l'utilisation, comment rendre ça accessible, je ne sais pas. Tu vois, il y a encore un truc il faut réfléchir, quoi. Alors, il y a certaines IA sur les revenus générés qui va, du coup... indiquer, développer les contenus références sur lesquels cette IA a généré le contenu. Donc, c'est-à-dire, elle va citer les différents articles, sites qu'elle a consultés ou bases de données de référence pour pouvoir avoir un peu un état de l'art du contenu généré derrière.
Quand même, c'est bien. Et ça pose la question derrière en cas de contentieux. Oui. Parce qu'au cas de contentieux, savoir comment a été généré le contenu, s'il y a un contentieux, sur quelle base l'IA est tapée pour pouvoir et quel contenu donner pour le faire. Pareil, ça révèle aussi des besoins en termes de technologie, de structure, pour savoir est-ce qu'on peut revenir, tu as fait un prompt il y a 3 mois, tu as généré ton Picasso de Réunionnais qui finalement est devenu l'œuvre d'art la plus vendue. En cas de contentieux, il faudrait savoir comment cette IA a généré ce contenu, à partir de quelle base. Est-ce qu'on peut, à partir des IA actuelles, savoir quelques mois après et retrouver du coup les éléments de ce prompt-là? J'en suis pas certain. Non, non, franchement, on est encore... Voilà, nous, les Européens, on nous dit toujours on est champion de la législation, on régule plutôt que d'innover. C'est partiellement vrai et faux. Enfin, voilà, parce que comme tu disais, il y a aussi des nouvelles opportunités qui se créent avec les IA en ce moment. Même en Europe, on est finalement pas si à la traîne qu'on pensait l'être. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réglementation, on en a pour des années. Parce qu'en fait, c'est en cascade. L'IA quand même bouleverse quand même un peu notre quotidien, notre façon de travailler, va bouleverser nos administrations. On en parlait tout à l'heure en off. Les administrations vont intégrer de l'IA pour leur fonctionnement. Enfin, ça va vraiment changer tout notre quotidien. Et ce qui fait qu'en cascade, je pense que l'IA va aussi, va obliger le législateur dans chaque pays en Europe ou ailleurs à adapter sa propre législation. Nous, comme je te l'ai dit, nous sur le droit de la propriété, sur le droit de la consommation. Sans doute aussi le RGPD va évoluer, enfin tout ce qui est lié à la protection de la donnée. Bon, faut pas oublier aussi qu'autour depuis 1 an à peu près, on a une batterie de réglementations européennes qui tombent, qu'on appelle le pacte numérique européen. Il n'y a pas que l'IA, il y a le Data Act qui vient aussi protéger les données, et pas que les données à caractère personnel. On a le DSA, le DMA, enfin on a toute une régulation européenne, mais qui a pour objectif central de poser des règles d'utilisation, d'exploitation et de collecte de la donnée au sens large, donc que ce soit par un IA ou pas. Donc voilà. Donc on est qu'au début d'un vaste changement réglementaire. Exactement. Et puis on n'a pas abordé l'aspect sécuritaire, et ça aussi c'est hyper important. Les IA vont de toute façon, enfin quand on développe un système d'IA ou une offre liée à un développement d'IA, la notion de sécurité de son IA, de son stockage, etc. est cruciale, puisque le cyberhacking va bien sûr passer par les cyberattaquants vont bien sûr développer leur cyberattaque sur les systèmes d'IA, avec le risque derrière que les IA génèrent des biais, des deepfakes, et apportent des contenus à des gens qui peuvent être en détresse physique, psychique, émotionnelle, et du coup faire basculer une IA qui n'était pas une IA à risque dans une IA à risque, voire interdite, par les conséquences qu'elle aurait sur les personnes humaines, justement. Donc là, il y a des gros enjeux de sécurité aussi derrière. De toute façon, la gestion des bases de données qui devient clairement centrale, quelle que soit l'application qu'il y a. On a beaucoup parlé plutôt de la génération d'images, mais l'IA, c'est pas que ça. C'est aussi la génération de vidéos, de l'audio. On parlait aussi de résumés de réunions tout à l'heure. Parce que l'IA, elle pouvait aussi récupérer des données audio, et puis après les retranscrire, et puis nous faire des résumés. Par exemple, je reviens un peu sur la partie incubateur, Jérôme, et les porteurs de projets, les jeunes porteurs de projets que tu vois au quotidien, sur leur utilisation de l'IA, mais plus du côté opportunité, et un peu moins IA, etc. Mais qu'est-ce que tu vois un petit peu comme émulation autour de tout ça? De toute façon, on est sur une tendance de fond où depuis maintenant 1 an, on a une accélération considérable du nombre de porteurs de projets qu'on rencontre, qu'on détecte, qui veulent intégrer soit dans des projets des technos d'IA pour automatiser des process, pour pouvoir apporter soit des chatbots qui vont faciliter du coup le déploiement de leurs services. Après, on a des projets qui sont beaucoup plus ambitieux aussi et qui souhaitent développer leur propre LLM, commencent à travailler aussi sur des innovations en termes de technologie, de stockage, d'exploitation. On a des projets. Donc, il y a une réelle accélération là-dessus.
donc la Technopole de La Réunion, comme tout projet, on accompagne aussi des projets qui sont au soutien au développement des filières prioritaires du territoire. Donc on est fort heureux de voir que maintenant, depuis 1 an, on accompagne plusieurs projets dans le domaine de la santé avec des UA et des solutions qui visent à optimiser l'appui des cliniques et des centres hospitaliers pour pouvoir mettre en conformité et puis développer des outils de prise de décision sur la gestion d'unités de ce type-là au niveau de la santé, des IA dans le domaine de la mobilité pour pouvoir optimiser et gérer du coup la recherche de places de parking ou la mobilité sur un territoire. Donc on a plusieurs projets dans le domaine de l'éducation, de la EdTech. On a eu on a des projets qu'on a accompagnés. Il y a énormément de projets qui sont en train d'être générés pour pouvoir projets dans l'aide au tissu éducatif pour aider sur du suivi pédagogique. On a du coup des tendances de fond. Après, la problématique, elle est toujours la même. On est souvent des outils numériques. Il y a la nécessité aussi, pour les porteurs qu'on accompagne, d'être en capacité aussi de faire face aux défis techniques, technologiques, pour pouvoir intégrer ces IA. Souvent, on en parle. On a cette mouvance de fond où beaucoup de porteurs viennent nous voir en pensant que c'est une boîte noire qu'on va plugger comme ça et tout va être fait. On va secouer le truc magique. Et du coup, j'ai repéré ça, cette idée, je prends l'IA, elle est là, et puis pof, ça va être fait toc-toc comme ça. Et finalement, derrière tout ça, pour le coup, c'est pas du tout ça. Donc ça nécessite pour le coup des compétences spécifiques. On le voit, les métiers dans le domaine de l'IA évoluent aussi, sur les intégrateurs et autres. Donc on a des besoins là-dessus qui sont assez importants. Parce que on n'a pas encore énormément de projets où il y a aussi bien les compétences dans la verticale qui est ciblée sur des problématiques dans le domaine de l'industrie, de la santé, dans le domaine même de l'agroalimentaire, on a eu des projets. Mais après, avec la dimension aussi technique derrière, comment on fait pour pouvoir choisir, monter l'infrastructure, intégrer ces IA-là, les déployer. Et on se rend compte que les coûts sont loin d'être minorés quand on n'a pas les compétences en interne. Donc, la même problématique sur d'autres projets numériques qu'on peut rencontrer. Quand on veut faire un projet numérique, mais qu'on n'a pas les briques, les compétences numériques pour le porter, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Ouais. On a, pour le coup, des beaux projets. On est, je pense, sur une première phase du coup des tendances, en espérant quand même qu'on va pas être non plus que submergé. On a le concours de création d'entreprise qui arrive là. L'IA, c'est bien. Oui. Après, il n'y a pas que l'IA dans la vie. C'est vrai qu'en ce moment, on a de l'IA à toutes les sauces. Mais ça, c'est normal en même temps. Il faut mettre le buzzword aussi. Ouais, c'est sûr. Mais nous, nous, on le voit aussi dans les tendances aussi de nos clients. On accompagne pas mal d'acteurs de santé chez My Data Solutions dans le domaine de la recherche, notamment la recherche clinique. Les IA sont en train d'être énormément utilisées parce que on gagne du temps, on gagne des par rapport à des recherches en santé pour mettre sur le marché des produits ou lutter contre des maladies, développer des protocoles, ça fait gagner un temps fou. J'imagine, avant, il fallait que les centres de recherche soient échangent les uns et les autres des bases de données, leur analyse, mais c'était l'humain qui était derrière tout ça, donc il fallait analyser toute une quantité d'informations que l'IA analyse en 5 minutes, quoi. Donc ce bond technologique va aussi, effectivement, on parlait du côté réglementaire, mais va aussi générer de formidables opportunités dans le privé, dans le public, dans tous les secteurs d'activité, à condition effectivement d'en maîtriser à la fois en amont la conception et puis l'usage aussi, parce qu'en fait, moi, je vois autour de moi, même dans mon entreprise, moi, je commence à pas mal m'y mettre à l'IA, parce que j'essaie de voir comment on peut l'exploiter, notamment dans justement le management, l'animation de réunions, justement sur des tâches où, par exemple, on fait une réunion, une visio, au lieu de prendre des notes, refaire un mail après derrière, etc. Si tu as un petit système d'IA qui enregistre, qui retranscrit, qui fait un PowerPoint à partir de tes synthèses, qui t'envoie un input de plan d'action, qui envoie un mail de confirmation, etc. C'est super,
super, quoi. On gagne un temps fou. Mais il y a quand même, il va y avoir peut-être deux vitesses. Il y a des gens qui vont voir l'opportunité, qui vont avoir envie de l'utiliser dans leur quotidien professionnel. Puis t'en as d'autres qui se disent, oh là là, qui freinent. Moi, je vois chez moi, hein, c'est ça. J'ai deux typologies de users. J'ai deux typologies. Il y en a qui disent, oh ouais, super. Alors moi, je tâtonne un peu, mais je teste et tout, c'est rigolo. Mais je vois le formidable potentiel, même pour notre activité. Nous, bien évidemment, on va intégrer de l'IA dans nos process. L'automatisation va être pour nous un gage de valeur aussi de l'entreprise, ça, c'est sûr, parce qu'on va mettre l'humain sur ce qui est essentiel dans notre métier du conseil, justement la relation avec le client et la validation de la production si jamais on produit des choses avec de l'IA. On ne peut pas, par exemple, nous, dans notre métier sur le réglementaire et juridique, on ne peut pas utiliser un IA, crée-moi des conditions générales de vente, donner ça à notre client et ciao, bye bye. Alors évidemment, le temps de mettre le prompt. Ça existe. Je sais. Et le temps de mettre le prompt. Évidemment, le temps de mettre le prompt, tu vois, t'imagines, tu vois la dérive. Parce que, enfin, nous, on ne le fait pas, parce qu'on n'est pas sur les CGV déjà, parce qu'on n'est pas des avocats, mais bon, je prenais cet exemple, mais n'importe quel document juridique un petit peu, enfin des clauses, un contrat, une base de contrat, si on faisait ça avec nos clients, c'est-à-dire qu'on va leur vendre cher quelque chose qui était généré par l'IA, si en plus on ne le contrôle pas, on coule la boîte, on coule la société. Donc je pense qu'il y a une mesure à avoir, c'est-à-dire il y a surtout... Je pense, nous, par exemple, quand je disais, on a créé notre propre IA pour chez nous, mais on l'entraîne sur le modèle autour de l'ensemble de la réglementation de la protection des données, pour créer des bases documentaires, améliorer nos bases documentaires, faire de la veille aussi pour nos clients sectoriels, etc. Pour l'instant, on l'utilise plutôt en interne puisqu'on le teste, mais bien sûr, il y a tout le temps derrière quelqu'un de chez moi qui contrôle avant réutilisation ou diffusion au sein de nos équipes de contenu. Par contre, c'est vrai qu'on gagne du temps quand même. En fin d'année, ça me fait penser avec le barreau de Saint-Pierre et les jeunes avocats et le CROEC. Là, il y a eu on a été partenaire là, d'un événement sur l'IA et les legal tech, sensibilisés. Notamment le barreau de Saint-Pierre s'interrogeait sur l'impact aussi sur l'emploi. Mais finalement, c'est comme tout secteur. Le secteur juridique, il y aura des solutions qui risquent de révolutionner l'usage de l'IA. Mais je suis persuadé, comme tu le dis, que c'est des nouveaux métiers qui vont se créer aussi. Et c'est redonner la valeur finalement à l'essence même, c'est-à-dire au conseil, prendre plus de temps avec le client, prendre plus de temps pour analyser. Et après, toute la partie rédactionnelle, elle va pouvoir être plus automatisée, mais elle sera automatisée aussi grâce aux inputs qui vont être donnés sur la base. Et c'est vrai que dans les temps qui courent, on a quand même on n'a pas une bureaucratie qui s'est allégée. On a énormément de paperasse. Pour le coup, si ça peut faciliter ces démarches-là et aller pour le coup dans pas mal de boîtes à revenir à l'essentiel sur quand on parle de consulting, sur de l'accompagnement, à passer du temps, mieux analyser, mieux comprendre, être plus précis. Par contre, tout ce qui est à plus faible valeur ajoutée, je veux dire, par le client, et si ça peut être automatisé, au contraire. Et ça c'est un travail aussi de fond. Tu me parlais de l'accompagnement derrière des startups, c'est comme tout projet, en fait. On va retravailler aussi sur les propositions de valeur, le besoin. Qu'est-ce qu'on fait réellement par rapport au client, qu'est-ce qu'on délivre derrière, et comment ces technologies d'IA peuvent accélérer du coup la délivrance de cette valeur ajoutée là pour le coup. C'est vrai que ce qui a fait peut-être un petit peu peur à un moment donné, c'est que comme chaque révolution industrielle ou technologique, avant, c'est dans la révolution industrielle il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, évidemment, la machine est venue supprimer des métiers un peu manuels qui étaient fastidieux, etc. Donc tout le temps, on s'est dit ah ouais, mais ça va supprimer des métiers. Oui, ok, ça en a supprimé un peu, mais ça en crée d'autres. Donc voilà. Là, c'est vrai que l'IA a quand même eu un impact fort, puisque quand même depuis les années 90, avec le développement de l'internet, on a quand même développé énormément le
numérique, les prestations intellectuelles, les métiers de service liés au numérique. Et là, bing, l'IA arrive et ces métiers de service sont très impactés, d'où la peur de certaines professions. Le conseil, les experts comptables, un peu les avocats quand même aussi. Enfin, voilà, toutes les prestations un peu de conseil justement qui voilà, se posent des questions à l'heure actuelle ont intérêt à s'adapter parce que effectivement, moi je le dis à mes équipes, hein, je dis soit vous embarquez, soit on embarque l'IA et on apprend à travailler avec l'IA. Soit on va perdre nos clients parce que les clients à un moment donné ils vont se dire attendez vous me demandez une journée de conseil mais moi je tape sur telle IA et j'ai la même chose. Donc qu'est-ce qui va faire la différence pour que je travaille avec vous plutôt que de prendre l'IA finalement? Ce qui va faire la différence, c'est la relation qu'on construit avec le client, le service, la relation qu'on construit de confiance avec lui, le fait d'être à son côté, etc. Et moi, par exemple, chez moi, j'ai surtout après le Covid qu'on a vécu, où on était tout télétravail, etc. Alors maintenant déjà, on revient un peu plus au travail au bureau. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hybride. Et je leur dis, cette année, j'ai passé le message à toutes mes équipes, c'est obligatoire. Je veux que tous les mois, vous alliez voir vos clients. Il faut que c'est la qualité de la relation que vous allez avoir avec votre client, c'est ça qui va faire qu'il va rester chez nous. Sinon, au bout d'un moment, il va dire j'ai plus besoin de vous. Je prends un IA et il va me faire mes contenus RGPD, il va me faire avec le risque que ça soit pas non plus hyper carré, mais quelque part, il va aussi avoir une économie. Enfin, on est quand même dans un contexte économique un peu tendu. Il va se dire, ouais, mais au bout d'un moment, je vais faire le choix entre ce cabinet conseil qui me facture tant, et puis finalement, des contenus que je peux avoir sur l'IA qui va me coûter beaucoup moins cher. Des contenus qui peuvent être beaucoup plus génériques, moins adaptés. Et ça, c'est vraiment avec le risque juridique derrière, parce que c'est centrer l'usager, centrer l'usager. C'est même la politique européenne, des IA autour des usagers aussi. Et là, l'enjeu, il est là. Ça crée des nouveaux métiers ou ça renforce des métiers aussi. Où finalement, même, on parle de l'accompagnement. Moi, je fais partie d'une structure d'accompagnement où on a pas mal de choses qui pourront être automatisées. Nous aussi, on a forcément à gagner en compétences dans le domaine. Mais finalement, tout ce qui peut être automatisé sur les démarches de compte rendu, la gestion plus administrative, par exemple, la gestion des appels d'offres, des mises en concurrence, mais par contre, de prendre plus de temps et une valeur ajoutée sur le conseil, sur la stratégie des entreprises, passer du temps avec des porteurs au quotidien, même pouvoir les accompagner de manière plus précise derrière, ça peut être un vecteur de compétitivité hyper important. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je le vois plus dans mon entreprise comme un vecteur de compétitivité. Il faut plus le voir comme ça. Par contre, il faut effectivement embarquer tout le monde dans un projet. Parce que les utilisateurs n'ont pas la même envie, le même niveau de connaissance dans une organisation, quoi. Après, dans les legal tech, des générateurs, par exemple, pour les avocats, des générateurs de statuts automatisés, on en a vu déjà depuis 7-8 ans. C'est pas pour autant que ça enlève le métier de... Voilà. Tout à fait. Et il y en a beaucoup qui sont revenus parce que dès que tu connais le problème, ils se sont rendus compte que finalement qu'il y a une situation de blocage, ils font référence à leur statut. Donc ça fera que renforcer aussi les bons. Non, mais par contre, voilà, nous, on a fait un test, par exemple, avec notre avocate, et puis j'ai aussi testé chez un de nos clients. On a un client qui est dans aussi l'éducation, avec une 50aine d'établissements français en dehors de la France. Et donc, le délégué à la protection des données de notre client nous dit, moi, j'aurais besoin d'une analyse comparative des 50 législations par rapport au respect des durées de conservation des données dans les différents établissements, combien de temps ils doivent garder les données en fonction de s'ils sont en Europe ou hors Europe, et s'il y a une législation qui régule ces questions-là dans le pays où ils se trouvent. Donc, évidemment, on n'a pas pris les 50 au début. On a fait un test avec le RGPD, la loi française et la loi algérienne pour le premier établissement en Algérie. Mon consultant qui a analysé la loi algérienne, le RGPD, pour identifier les correspondances et les différences, a mis 8 heures d'analyse. 8 heures d'analyse des deux réglementations pour pondre une analyse comparative, etc. On a fait cette même demande avec l'IA qu'on est en train d'entraîner. On a eu le résultat. Il a fallu réécrire les prompts, il a fallu machin. En 1 heure, quoi. En 1 heure, on avait... Alors,
à chaque fois, il a fallu le réentraîner parce que il y avait des caractères que l'IA ne reconnaissait pas, notamment la monnaie locale pour les sanctions. Enfin, voilà, il y avait des petits bugs en fait. Mais quand même, enfin, je veux dire, on se dit que... alors, et donc, notre avocat a testé aussi sur les recherches de jurisprudence. Quand on doit rédiger une plaidoirie, construire son dossier, il faut le faire au regard d'une jurisprudence, des jurisprudences qui existent. Et là, pour moi, moi qui ai fait des études de droit et je me suis fait des heures et des heures en bibliothèque à ouvrir, j'adore moi, à ouvrir tous les bouquins, mais t'imagines, maintenant, t'as même plus besoin de le faire. Et ça, c'est puissant, ça, c'est très puissant. Et là, par contre, les avocats ont tout intérêt à utiliser de l'IA parce que ça va leur faire gagner un temps fou. C'est pas pour ça qu'ils ne seront pas derrière à rédiger leur dossier, mais le temps qu'ils vont pas perdre à croiser tout ça, ils vont le gagner en efficacité dans la rédaction et dans l'accompagnement du client en plaidoirie, par exemple. Bon, Après, il faut recroiser, il faut vérifier la véracité de l'analyse qu'on vérifier. fait. Mais c'est un gain de temps qui peut être colossal. Oui. Tout à fait. On va faire un saut, je pense qu'on va faire un saut au niveau qualitatif, clairement, c'est ce que vous exprimez, c'est-à-dire qualitativement, et puis il va y avoir un gain de temps, donc comme on est, entre guillemets, mieux dans sa peau, mieux au travail, puisqu'on fait des choses qui sont moins chiantes, Des fois. Des fois, un peu moins redondantes, un peu moins répétitives. Bah, du coup, aussi, ça va nous permettre peut-être aussi de créer beaucoup plus, parce qu'on aura plus de temps dans notre tête pour créer. Comme on ne sera pas obligé de se dire, il faut faire le petit copier-coller tout le lundi matin entre la case A2 et la case A, je sais pas quoi, ou la B, etc. Donc ça va être vraiment des choses je pense, qui vont être assez cool à voir. Est-ce que, du coup, récemment, et je reviens un peu sur le sujet, est-ce qu'il y a une IA qui vous a bluffé récemment, hors ChatGPT et co, que vous avez testé et que vous voudriez partager justement avec nous. On a le droit de faire de la pub. Ouais, bah oui, on a le droit de faire de la pub. Il n'y a pas de pub d'ailleurs, pas de pub avec les personnes. Non, tu sais, grâce à ton aide, moi j'ai testé Nora, donc une IA japonaise. Alors, j'avoue, c'est une IA japonaise. Alors attention. On a regardé ce truc-là. Bah oui, c'est vrai que, alors, tout de suite, tout souvent, on crie. Attention, il y a acte, si c'est pas français, si c'est pas européen, attention, danger. Non, c'est comme le RGPD, ça n'empêche pas d'utiliser des solutions hors Union européenne, il y a acte, bien sûr. Par contre, effectivement, pourquoi moi j'ai testé l'IA japonaise? Parce qu'au préalable, j'ai vérifié si le Japon avait ce qu'on appelle un niveau adéquat de protection des données au regard des exigences de la CNIL. Il y a une map, si on va sur le site de la CNIL, on tape carte du monde de CNIL. La CNIL a mappé le monde pour identifier les pays qui ont des niveaux adéquats, c'est-à-dire qui ont des niveaux de sécurité et de protection réglementaire des données proches, équivalents à celui de la France et du RGPD notamment, et de ceux qui ne l'ont pas, ou pas du tout. Donc, et du coup, en fonction, ça permet aussi de s'orienter, de se dire, tiens, si je recherche une solution d'IA, vaut peut-être mieux justement essayer une IA japonaise qu'une IA américaine, proportionnellement. Et donc, ou alors, il y a certains pays, comme sur la côte ouest, où eux, par contre, non, ils ont une législation qui est proche du RGPD. Donc, on pourrait très bien, si une IA de la Silicon Valley, on peut, par exemple, tu vois. En fait, l'idée, c'est peut-être de se dire, tiens, d'abord, avant de choisir l'IA, peut-être effectivement, alors c'est un principe de souveraineté, je suis un peu chauvine, si on trouve une solution française, c'est mieux, c'est bien. Mais bon, si on doit passer par d'autres solutions, ou alors déjà, peut-être français s'il n'y a pas, peut-être européen, et s'il n'y a pas européen, on regarde une IA qui peut être à l'international, et dans l'IA internationale, essayer plutôt à solution équivalente de choisir une IA qui se trouve dans un pays considéré, quand on est français, entreprise notamment, considéré comme niveau adéquat. Donc soit j'ai testé l'IA Nora, donc qui est une IA japonaise, et c'est vrai que c'est assez puissant parce que c'est une IA qui se met effectivement dans son organisation professionnelle d'un point de vue techno, et dès qu'on lance une réunion, dès qu'on lance une visio, dès qu'on veut effectivement, on est en mode collaboratif. Moi je l'ai testé en mode collaboratif, donc je l'ai lancé lors d'une visio, où chacun se présente pour que l'IA reconnaisse l'interlocuteur, la voix de l'interlocuteur et son nom, et l'associe à son nom. Et ensuite, il va rédiger, il va transcrire justement tout l'échange. Il va enregistrer et transcrire tout l'échange.
Après, il en fait une synthèse des points essentiels. Il peut effectivement aussi, s'il y a un plan d'action qui découlait ou des actions que chacun doit faire, qu'on a déterminé dans cette réunion, envoyer un mail de rappel, programmer une action dans l'agenda. Voilà, c'est top. Hein. Alors moi, je commence à le tester. Je vais demander à d'autres chez moi de le tester. Et voilà, et effectivement, c'est super. Alors, j'ai aussi eu un autre cas d'usage, parce que j'externalise la réponse à appel d'offres avec un cabinet spécialisé. Et ils ont embarqué de l'IA dans leur réunion Teams avec le client. On a un point hebdomadaire sur les AO sur lesquels on va répondre, ceux sur lesquels on est en train de répondre. Et ils ont mis dans leur réunion un IA français conversationnel et qui enregistre justement tout ce qu'on échange et qui après justement améliore justement eux en tout cas me disent que ça améliore la qualité d'accompagnement, ça améliore la productivité du consultant qui travaille sur le dossier du client parce qu'il oublie moins de choses, il y a des choses qui sont rappelées par l'IA et puis l'IA fait après de l'analyse à réponse à appel d'offres, etc. Sur les points forts, pourquoi on a perdu, etc. Donc ouais, il y a vraiment des cas d'usage. Enfin, en tout cas, moi, je le teste, c'est pas mal. Trop bien. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien, ça gagne du temps, exactement. Alors, des fois, on se demande aussi, est-ce qu'on va être capable d'aller aussi vite que l'IA nous lance des inputs, tu vois. C'est tellement puissant, finalement, dans l'organisation qu'on se dit, déjà, on est ultra connecté à tout le temps répondre à des mails. En fait, finalement, on nous demande toujours plus de réactivité. Donc avec l'IA, même l'humain, attention, parce qu'on se dit, mais c'est tellement performant que... alors oui, peut-être que ça va nous permettre d'être plus performants sur des choses à plus forte valeur ajoutée, mais en même temps, cette IA-là il va nous programmer des actions, des machins et tout. Est-ce qu'on va être capable de suivre humainement aussi rapidement cette sursollicitation, tu vois, d'organisation Ça peut être vraiment aussi... on en parlait tout à l'heure, en l'espace de quelques mois, là, ces assistants ont vraiment été optimisés sur les comptes rendus de réunion et tout. Après, tu as un certain nombre de plugins ou logiciels là, qui sont sortis, qui sont hyper intrusifs. Oui, alors c'est ça. Et ça, moi, j'en ai voir un là. Il se plug sur des réunions, tu l'as pas demandé. Il débarque là comme ça, il te fait des comptes rendus de ta semaine. Au fait, t'as pas oublié ça? Je t'ai pas demandé. Je voulais pas le faire. Hein. Ok, pas de problème. Et c'est en fait le paramétrage encore. Je pense que l'expérience utilisateur, elle a toujours besoin d'être optimisée. Et de temps en temps, moi, je suis halluciné de voir la manière dont ça se comporte. Certaines de ces plugins, ils peuvent se comporter vraiment comme des virus. Aller sur des endroits, des réunions, de faire des remarques que tu n'as même pas demandé. Et donc oui, on optimise, par exemple, sur la gestion d'un planning, sur des tâches redondantes, sur des résumés, hyper bien. Mais c'est toujours ce qu'on disait depuis tout à l'heure, l'ajustement, le temps d'adaptation, on pousse d'un côté, et puis après on revient aussi où il est le rôle de l'humain, où il est le rôle de l'IA. En fait, tu as raison, parce que tu vois, moi par exemple, Nora, je l'ai essayé, mais qu'en interne. Pour l'instant, tu vois, vis-à-vis des clients, moi, alors je le vis des deux côtés, c'est-à-dire que là, avec cette société avec qui je travaille sur mes appels d'offres, ils m'ont pas trop... Enfin, si, ils m'ont demandé si je voulais bien que l'IA se plug à nos réunions. J'ai dit d'accord, mais du coup, toi, en tant que client, tu fais attention à ce que tu dis aussi, parce que tout est transcrit, enregistré, réexploité. Donc, tu fais attention quand même. Mais non, mais voilà, tu... Comme aujourd'hui, quand on est fliqué en permanence. Mais c'est vrai que, par exemple... Non, mais imagine, tu fais une visio avec un client sur une analyse du besoin pour faire une proposition derrière, etc. T'es avec le client dans la même conversation, t'as ton IA qui va tout enregistrer et après, automatiquement, si tu l'as pas bien programmé, il va envoyer à tous les participants le compte-rendu. Mais imagine que ton client, il se déconnecte avant toi dans la réunion. Toi, tu continues à discuter avec ton chef de projet, ton machin. Ton client en permanence derrière. Tu lui dis, mais celui-là, il est trop compliqué. J'en ai marre. Tout court, et là, t'es vraiment... Le truc, il t'envoie automatiquement la synthèse. Mais là, c'est ton client en plus. 80% de ton chiffre. Non, mais tu vois, je me dis qu'il faut faire quand même, dans l'usage interne, tu vois, déjà aussi, je pense il faut faire aussi hyper gaffe à ça, parce que on est en France en plus dans un environnement quand même très réglementé en droit du travail, donc je pense qu'il y a aussi, va falloir aussi apprendre à faire avec ces agents IA administratifs, il va falloir faire attention aussi, quoi, parce que dans le paramétrage, comme tu dis, et puis quand tu commences une réunion, quand les aides sont pas arrivées, avec les collègues, pareil. Oui, tu commences à arriver où tu as
un prestataire qui est pas arrivé et tu peux avoir des relations. Mais oui. Et tu commences à parler du truc et tu te dis, mais oui, mais finalement, il va avoir le compte rendu même de l'avant-réunion. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Total. C'est ça. Ah Là, ouais, tu parles même quand tu S'adapter. parles de ta vie, t'es avec ton, Ouais. tu parles de ta vie au début, etc. Que t'as pas forcément Bah envie de oui. le partager. Et puis à la fin, tu dis, bon, alors maintenant, on parle de cette date des sujets. Mais en fait, c'est un truc, tu dis, ah bon, vous avez des enfants? Ah bon, partez en vacances, etc. Bah ouais, non, mais c'est sûr, tu vois, il y a peut-être encore des choses qu'il faut apprendre à adapter, à améliorer. Puis après, il y a le côté, peut-être des fois, comme tu disais, peut-être un peu intrusif du truc, qu'il va falloir apprendre à paramétrer ou à manager. Et c'est vrai que pour l'instant, on est un peu ignorant, j'avoue, hein, même nous, on est un peu ignorant sur comment peut-être restreindre les droits, ce genre d'agents IA administratifs à transcrire, à partager. Donc je pense qu'il faut être en amont pas mal acculturé à la solution qu'on va utiliser ou les solutions qu'on va utiliser pour bien comprendre techniquement, effectivement, leur installation, le paramétrage et l'usage, quoi. Ouais. Alors moi, sur les deux la question voilà. que je posais, Ouais. c'est... pour le coup, hein, j'ai testé récemment Sora, Ouais. générateur très de bien. vidéos. Là. Hum. C'est vrai que là, par Ça- contre, moi, j'en ai pris plein la vue. T'en as plus, ouais, C'est des vidéos... alors pour l'instant, c'est des vidéos assez courtes. ouais, Après, c'est- voilà... Ça, c'était personnellement, il aurait fallu peut-être que je check la raison un peu plus, la conformité avec les valeurs européennes. Mais par contre, la qualité de vidéos Ah, j'ai générées pas avec essayé un ça, prompt, Sora. ah Ouais. ouais, c'est impressionnant. Ah. Et pour le coup, avec des vidéos assez longues, forcément, plus tu promptes, pour le coup, ton script de ta vidéo, et ça te génère des vidéos qui sont... Ah ouais. Ah oui, vraiment Bluffante. bluffant. Ah ouais. Là, par contre, c'est un step vraiment par rapport à d'autres IA génératives. On a eu déjà des étudiants, par exemple, je me rappelle, dans le... on avait fait le Food Innovation Challenge en 2000, l'édition 2024 ou 2023, je sais pas, qui utilisait déjà des générateurs automatiques. Et c'était une des premières fois où j'avais vu une qualité de vidéo comme ça. Ils avaient fait tout leur pitch quasiment avec la vidéo qu'ils avaient tournée avec une IA. C'était vraiment incroyable. Et là, on est arrivé franchement à de la qualité cinématographique de haut vol avec des images qui sont de très bonne qualité. Et pour le coup, ça m'a vraiment bluffé. Et puis forcément, alors DeepSeek, pas tant sur... j'ai essayé personnellement et puis pour 2-3 tests. Forcément, la qualité des contenus, elle est importante, elle est réellement intéressante. Et notamment avec des prompts assez courts. Moi, ça m'a fait halluciner. Généralement, sur d'autres IA, tu promptes beaucoup plus pour arriver à là. Là, j'ai trouvé quand même, il y avait sur les 4-5 fois que j'ai prompté avec. Par contre, moi, c'est plutôt ce qui va derrière. Hein, quand j'entends, pour le coup, la possibilité d'avoir des IA qui tournent, pour le coup, avec des capacités à être moins énergivores, à avoir aussi un impact environnemental. Je pense que là, c'est le sujet, c'est l'éléphant derrière aussi, parce qu'on pourra pas... on peut pas continuer à faire de l'IA comme ça. Hein. Lorsque Luc Julia était venu l'année dernière, on en parlait. Hein. Si tout le monde commençait à faire des recherches sur l'IA, forcément, là, on serait jamais on aurait une capacité à le faire et ça générerait des demandes énergétiques mondiales importantes. Ça, c'est réellement un point... Technologiquement, là, si on va sur des IA plus vertueuses avec moins énergivores, et là, on ne parle pas d'une échelle de 10-20%, on est 3 fois et demi moins énergivore que des IA américaines ou autres. Là, pour le coup, ça, j'ai trouvé que c'est hyper intéressant parce que ça va forcer aussi d'autres acteurs, et notamment américains, qui sont partis dans des structures, mais qui sont totalement à l'opposé des contraintes environnementales et de ce qu'on a besoin. Aller monter des unités de stockage à coût de 500 milliards, c'est bien, mais bon, quand on voit l'impact sur la ressource en eau, l'impact sur la durabilité de nos systèmes, c'est une pure hérésie. Donc, ce qui m'a marqué le plus, c'est de dire, voilà, si derrière des acteurs peuvent faire changer la donne et dire, OK, l'IA peut commencer à être un peu plus durable et qu'il y a un effort dans ce sujet, c'est peut-être ce qui va sauver peut-être l'IA d'ailleurs. Oui, je pense que les sujets d'avenir, on parlait de sujets réglementaires, mais je pense que les sujets aussi d'avenir de l'IA vont être autour de la durabilité et de créer des IA à la fois éthiques et durable et responsable. Je pense que la notion d'environnement et d'impact environnemental est fort aussi avec l'IA. C'est vrai que tu as raison. Je crois que c'était sur Arte où il y avait un article sur l'impact
des zones de serveurs et de stockage à Marseille. Là, tout un collectif qui s'est créé là-dessus cette semaine, qui faisait des manifestations parce que pour le coup, ça commence à être hyper compliqué sur la ville et ça commence à avoir un impact même sur le foncier disponible, quoi. Ouais. Sur ces zones. Forcément. L'IA va être partout. Tu parles de foncier en architecture aussi. On le voit, hein, si on utilise par exemple, pour certains, si vous connaissez Stable Diffusion, qui est une IA qui permet de faire comme si c'était votre assistant de design d'intérieur. Vous donnez une photo, vous avez la possibilité d'ajouter des canapés, toute pièce de mobilier, changer la couleur de votre pièce en quasiment un ou deux clics. Ce qui va aussi, quand on parlait de pans de l'économie et des pans de métiers qui vont bouger, il y a aussi toute la partie tu parlais de foncier, mais vraiment les architectes. J'ai vu des choses assez incroyables. Ah ouais, c'est très bien, c'est ouf. Les films, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a un film Red qui est sorti, qui doit à peu près 5 minutes, qui est équivalent en termes de qualité d'une production hollywoodienne, sauf qu'il a coûté $70 000. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez aussi dans le marketing. On n'a pas trop aussi parlé. C'est Porsche qui a fait son ads, sa publicité en 90%. Ils ont fait le début et la fin avec un humain. Et tout le reste, c'était de l'IA. Franchement, si tu ne sais pas, franchement, moi, je ne l'avais pas vu. Hein. Il a fallu regarder juste en dessous parce qu'on m'a poussé. Mais donc, je trouve qu'il y a, là, on en a cité quelques-unes, mais il y a d'autres encore possibilités, je trouve, avec l'IA. Et si on voulait terminer sur une note un peu plus positive, même sur l'IA, quelles sont les autres perspectives hors éthique, durabilité, environnementale, qui vont bien sûr forcément arriver, mais comment vous imaginez, avec votre prisme, aussi bien chez MyData Solutions que du côté de la Technopole, comment vous voyez un petit peu les opportunités que peut offrir l'IA à court terme, moyen terme? Moi, je pense que c'était assez positif ce qu'on a dit. Forcément, il y a comme toute chose, hein, on parle beaucoup de vigilance quand on voit l'intégration de l'IA dans la robotique en ce moment et qu'on sait qu'on est dans des économies de guerre, forcément, on s'est un peu... ça peut flipper quand même. C'est un des sujets que je voulais pas aborder. C'est toi, t'as demandé, on était trop positif, je t'en remets une couche à la fin. Mais après, de manière globale, c'est peut-être... on a parlé d'ajustement aussi de nos sociétés, mais... Pour le coup, les IA, elles peuvent avoir, dans le domaine des services à la personne, accompagnent des projets qui sont hyper intéressants, notamment sur l'accompagnement du maintien à domicile, des services aux personnes porteuses de handicap. Il y a peut-être aussi, grâce à l'IA, la possibilité de remettre finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, l'humain au centre du sujet. Et de faciliter cet accompagnement, d'avoir la capacité aussi à détecter des signaux en santé qui sont plus faibles, d'anticiper des besoins, d'être plus réactif, d'avoir un conseil de meilleure qualité, de mieux connecter les acteurs sur la chaîne de valeur de la santé, par exemple, mais sur beaucoup d'autres sujets. Et finalement, c'est de remettre l'humain et recréer aussi... si ça peut permettre aussi de recréer un peu plus de liens dans la société qui peut être un peu confus, dissous de temps en temps, ça peut être une opportunité. Mais c'est comme toute chose, ça dépend de l'usage qu'on va en faire, ça dépend aussi comment les choses vont évoluer. En ce moment, en effet, c'est difficile quand tu as des milliers d'emplois qui ont pu être détruits, parce que ça commence à être le cas. Hein. Tu as des call centers là, qui ont détruit des milliers d'emplois en utilisant des agents et des chatbots qui sont hyper sophistiqués, mais pour le coup, qui sont destructeurs. Donc, tu as un ressenti quand même qui est fort, et c'est aussi se mettre à la place de ces personnes-là, parce que finalement, sur des emplois, quand tu perds ton emploi, tu peux te dire que mais pas comme nous, là, en train de se dire, c'est l'IA qui m'a quand même dégommé. Quoi. Voilà. Donc, voir qu'est-ce qu'on fait, pour le coup, pour ces personnes aussi, c'est facile de le dire, on va créer des emplois à fort valeur, à douter, mais c'est aussi pour ces emplois qui sont pas des sous-emplois, qui sont des emplois, comment on fait pour leur redonner aussi un sens. Et je pense qu'il y a des solutions à creuser, mais encore faut-il que ça soit centré usager. Et centré usager, c'est centrer tout le monde aussi, pas être une société qui est exclusive. Donc l'inclusivité, moi je trouve que, en tout cas dans la vocation qui était donnée de l'IA, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'elle doit aussi pas recréer des barrières aussi entre des personnes
ultra formés qui sont spécifiques de niche et puis une population qui va subir l'IA, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est un point. Si c'est que les 20% vont bénéficier, vont encore s'enrichir derrière, et puis 80% derrière, on va creuser des inégalités. Ça, c'est le réel risque aussi qu'on a derrière. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que de toute façon, en gros, l'IA, c'est le TGV qui est en marche. Donc, soit tu montes dedans, soit tu restes sur le quai. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, on pourra pas faire autrement. Mais par contre, oui, tu as raison. Je pense qu'il peut y avoir des effets positifs de l'IA dans tous les projets de Smart City, d'inclusivité, d'aide à la personne, dans la santé. On va faire des bons, en fait. Et justement, l'humain est au cœur de de mieux vivre, peut-être mieux vivre, mieux manger, mieux circuler, mieux être soigné, etc. Je pense que là, on va avoir des usages d'IA qui vont être super intéressants. À l'inverse, on va avoir sans doute des dérives aussi. Ça commence. Moi, j'ai lu un article dernièrement. Oui, on peut lire encore aussi. Les papiers. J'ai lu un article sur des gens qui sont en solitude, et qui ne trouvent pas, qui n'arrivent pas à construire une relation homme ou femme avec quelqu'un, et qui, lassés des sites de rencontres, des expériences malheureuses, etc., préfèrent entretenir une relation avec un IA qui devient comme le mari ou la femme, enfin le conjoint ou la conjointe, et qui préfère construire une relation quotidienne avec un IA qu'avec un humain, quoi, en fait. Donc, honnêtement, si tu me demandes mon avis, moi je dis que l'IA, on peut pas faire autrement. Si on monte pas dans le train, on reste sur le quai, et pour plein de raisons, que ça soit pour le business ou autre, on va être complètement en dehors des clous, enfin on va être perdu, quoi. Mais par contre, dans l'avenir, je sais pas si je serai là pour le voir, mais tant mieux, parce que je suis pas forcément super positive. Et je me dis que les films d'il y a quelques années, genre, tu vois, voilà, certains films qui nous prédisent l'ère des IA qui nous dépasse, je sais pas, ça fait un peu, malgré tout, ça fait un peu peur quand on se projette dans l'avenir, quand on voit la puissance des choses. Et c'est vrai qu'on critique beaucoup les Européens sur la réglementation, etc. Mais quelque part, heureusement qu'il reste quelques barrières un peu réglementaires et normatives, parce que sinon, si on ne mettait pas quelques barrières, alors là... tu n'avais pas des acteurs qui essaient d'éveiller les consciences. Tout à l'heure, on en parlait avant. T'as raison. C'était avec toi sur les problématiques de l'utilisation de l'IA dans les réseaux sociaux qui font que décupler les problématiques, enfin, le fonctionnement qui existe déjà, en créant des dépendances, en créant des contenus qui vont, et notamment sur les jeunes générations. Enfin là, les études qui sortent sur les jeunes générations, qui ont été les premiers adopteurs depuis leur naissance d'IA, des smartphones et des applis, et puis de l'IA maintenant, ça commence à être compliqué, parce que là, quand c'est en plus un processus d'accélération, et qu'on voit des gamins qui commencent à se désocialiser un certain nombre de points, où on a quand même un facteur où les contenus qui sont générés et tout ce qui est mis en place, c'est pour créer des dépendances et de créer, pour le coup, des frustrations, et donc des générations de frustrés. C'est ça. Moi, je suis persuadé, par exemple, qu'il y en a pas mal qui sont des alertes, qui lancent des alertes, et qui ont réellement des impacts dans les années qui arrivent à venir sur l'usage de ces technos-là. Parce que si on continue comme ça, en tout cas, on aura des sociétés qui risquent d'être très compliquées. Un point, par exemple, on dira, c'est pas et ça c'est personnel, là, je n'appelle pas la technopole quand je dis ça, mais on a nos sociétés où on a un déclin démographique important. Au bout d'un moment, ce déclin, il s'explique par beaucoup de choses, problèmes de fertilité, des choses, mais aussi des problématiques économiques, certes, mais aussi, les gens se rencontrent plus. Les gens, on a perdu un peu, dans nos sociétés, le plaisir de se rencontrer, de se charmer, d'échanger, et ce manque un peu de rêve qu'on peut avoir si les technos actuels continuent à amplifier le phénomène. C'est même la durabilité globale qui est en cause. Nous, on le vit pas, mais au Japon, on parlait de Nora, mais au Japon,
c'est la cause nationale. Hein. Bah oui. Et toutes les techs, tout ce qu'ils font, là, ils sont repassés, on donne des jours de congé de plus, on va bonifier. Si vous avez des gamins, bah, ils sont partis, enfin, ils arrivent à un taux de, je crois que 0,61, quoi. Oui, à l'inverse, là, c'est rigolo parce que, notamment la Chine qui nous inonde de solutions d'IA et qui sont quand même vachement en avance là-dessus, super. Nous, je pense qu'il faut aussi que les utilisateurs aient une conscience de ce que, mais comme tu le disais, les jeunes générations, ils sont ultra connectés tout le temps, c'est hallucinant, mais et comment mettre en place justement comme tu disais, cette information, cette sensibilisation, etc. Parce que je vois là, j'ai vu, encore c'était hier, en Chine, les jeunes Chinois n'ont pas le droit à plus d'une demi-heure d'usage des réseaux sociaux, TikTok ou autre, sur leur smartphone, et uniquement usage d'IA aussi et des réseaux sociaux à des buts pédagogiques. Donc en dessous de 13 ans, un jeune Chinois n'a qu'une demi-heure de téléphone et que pour apprendre quelque chose et se former, pour regarder des vidéos de petits chats qui font des bonds, des trucs comme ça, enfin des trucs qui, comme tu dis, les connectent sans arrêt à des choses qui stimulent leur envie d'en voir plus, mais qui du coup lobotomisent un peu leur capacité à faire la part des choses. Et nous, par contre, qui font, et nous on a l'IA Act, mais en même temps on ouvre toutes les vannes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que voilà, donc il y a aussi, si on est parent par exemple, il y a aussi un enjeu de responsabilité aussi, de se dire qu'est-ce qu'on permet ou pas à faire à son enfant maintenant avec l'IA, parce que moi j'ai vécu avec ma fille au moment de Facebook, où j'ai été obligée de lui fermer son compte quand elle était jeune parce qu'elle se retrouvait avec un compte Facebook avec 800 amis au bout de 6 mois. À 15 ans, je me dit c'est pas possible, t'as pas 800 amis. J'étais obligée de redéfinir avec elle c'est quoi la notion d'amis, donc rien que Facebook. Donc j'ose même pas imaginer les parents à l'heure actuelle qui vont se retrouver confrontés à apprendre à leurs enfants. Il faut que les parents apprennent aussi aux enfants à utiliser l'IA parce que ça doit être avant. Alors les parents, on parle souvent de l'école, le rôle de l'école et l'éducation, des parents, mais il faut qu'il y ait une volonté politique là-dedans. Et comme tu dis, en Chine, c'est une volonté politique, une prise de conscience que si on n'a pas une volonté politique pour pouvoir mieux encadrer l'usage de ces technos de l'IA, on va aussi faire une perte aussi des savoirs, une perte aussi des compétences. Et là, clairement, on a réellement des acteurs qui doivent œuvrer là-dessus parce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là et il y a réellement des risques. L'éducation va mal aussi à cause de ça. Bien sûr. On n'est pas très positif. Hein. Oui, si, c'est positif. Si, je trouve ça positif. Oui, en fait, t'as fait la première question positive, et on t'en remet une couche à la fin. Non, mais c'est très bien de terminer là-dessus, parce qu'il nous reste quelques secondes, après ce que j'ai pu voir auprès de Quentin dans la petite... Il y a une question d'équilibre, je pense, si on veut résumer dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas dire non à l'évolution technologique si on reste en marge, mais par contre... Comme tu disais, il faut aussi peut-être des prises de position mais il y a des prises de position qui sont faites par pas mal d'acteurs, des politiques et autres, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas encore tranché. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les mêmes qui nous vendent ces technologies, ils empêchent leurs gamins d'utiliser leur technologie avant 12-14 ans. Et les cadres, parce qu'ils savent très bien les aspects. En plus, c'est les mêmes qui font cette semaine, qui prennent ces technologies-là, demandent à leurs gamins de lire 50 livres par an. Ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, on vous balance ça à tout le monde. Mais on sait les effets néfastes. Bien sûr. À nous-mêmes, sauf chez nous. Donc, ça doit être plus qu'alertant. C'est inquiétant. Enfin voilà, c'est ça. Tu dis ceux qui offrent le plus de solutions on empêche l'usage chez eux, c'est qu'il y a quand même, il faut se poser des questions. T'as 3 jours de coupure de courant. J'ai des amis qui ont des gamins là de 15 ans. Ils savent pas comment les occuper. T'as 3 jours de courant, t'as plus d'internet, c'est comme si la vie était finie. Ah ben non, mais moi j'ai quand même des enfants qui m'ont dit en Afrique du Sud sans connexion, qui m'ont dit en voyage, tu offres tes enfants la possibilité d'aller voir un super pays, machin et tout. Pas de wifi. Ah mais comment faire? Le wifi, c'est la vie. Mais en plus, vraiment, plus que moi, j'ai vu des gamins vraiment déprimés, quoi. Je veux dire, c'est comme si
Là, tu n'as plus de raison d'être. Tu te dis, mais c'est déconné, quoi. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Merci, non, merci à vous, merci, merci Greg. de votre temps, merci de l'accueil. Eh ben, vous êtes chez vous quand vous voulez. Hein, C'est très sympa, merci Jérôme de Merci, cet Quentin accueil aussi. et merci Merci, Quentin. Gréco. Merci beaucoup. Ouais, Et c'était puis cool. bonne journée. Ouais, À très super. bientôt. On peut parler pendant des heures. Ouais, voilà.